Alors, nous avons vu effectivement donc, que cette approche capacitaire avait un certain nombre d'impacts que vous avez les uns et les autres soulignés sur la façon de construire vos enseignements, les enseignements pour les apprenants. Mais évidemment, puisque maintenant nous évaluons, nous certifions plus précisément des capacités, quels sont les impacts que cela peut avoir sur justement la façon d'évaluer les capacités? Alors, pour évaluer la capacité, il faut trouver quelque chose qui va se rapprocher de cette situation complexe. Euh, et il y a un point sur lequel je voudrais, c'est qu'on doit passer de l'évaluation, pour moi, ponctuelle. On avait l'habitude de dire, voilà, contrôle, devoir, telle heure, on rend la copie à la fin, à quelque chose de beaucoup plus diffus, où on va mesurer la progression, on va voir la capacité justement à l'apprenant de capitaliser sur ses erreurs et puis de se remettre en question, etc. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'ai encore pu observer, c'est une sorte d'évaluation très très diffuse, mais c'est quelque chose, à mon avis, qu'il va falloir qui se mette en place parce que dans la réalité, dans l'entreprise, je pense que c'est comme ça. Hein, on a des entretiens annuels et puis on va aussi juger de la progression. Donc là, on peut aussi progresser et évaluer cette évolution. Aujourd'hui, on sanctionnait un travail. Demain, on peut peut-être par une note. Demain, on peut peut-être voilà, mesurer davantage l'évolution. Et puis bah, évaluer à plusieurs, hein, plusieurs enseignants. On parlait de faire un petit peu sauter les barrières entre les différentes disciplines. Donc un projet, ça doit forcément s'évaluer à plusieurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui doit être... Donc finalement, ça nécessite de notre côté beaucoup de souplesse. Il y a des gens, j'allais dire, des enseignants qui savent très bien faire l'évaluation, non pas de la performance, mais de la progression. Ce sont les enseignants d'EPS. Parce que pour avoir une bonne note en EPS, il ne faut pas courir le 100 mètres avec les mêmes temps que Usain Bolt. Hein. Non, pour avoir une bonne note, il faut déjà montrer qu'on est capable de prendre en charge, de progresser. Donc il y a fatalement une évaluation d'abord de positionnement. Et ce qui est évalué, c'est non pas le résultat final ou le travail final comme vous en avez fait mention, mais c'est la progression. Sachant qu'il faut différencier le CCF des évaluations formatives. Donc l'enseignant a toute liberté de faire les évaluations formatives qui lui conviennent, enfin, qui conviennent à ceux qu'il veut évaluer précisément. En certificatif, on a aussi cette liberté avec comme cadre quand même la note de service et surtout le cadre des capacités. Donc il faut aller voir véritablement ce qu'on veut évaluer pour l'évaluer véritablement. Donc il faut vraiment faire la différence entre les évaluations formatives et les évaluations certificatives dans lesquelles on n'a pas toujours toute la liberté, notamment autour de l'ensemble des enseignants qu'on peut mettre sur une évaluation. Est-ce qu'une grille de CCF avant l'approche capacitaire, c'est la même chose qu'une grille de CCF avec l'approche capacitaire? Effectivement, les sujets sont complètement différents avant cette nouvelle approche. Euh, euh, on va dire qu'à l'époque, je vais dire à l'époque, c'était vraiment des questions de connaissances. Typiquement, voilà, moi en informatique, compléter un tableau dans un tableur Excel, placer des formules, etc. Et pour donner un exemple d'un CCF d'une question d'un CCF qui collerait plus avec cette approche capacitaire, c'est une question de synthèse. Vous avez devant vous un public nombreux dans un amphithéâtre, vous voulez faire une enquête de satisfaction à la fin. Ils n'ont pas d'ordinateur. Comment vous vous organisez? Voilà. La question remplir une formule, on va dire à l'ancienne, et une question beaucoup plus ouverte où il va devoir assembler, séquencer différentes connaissances, différents outils qu'il a peut-être jamais mis les uns à côté des autres pour construire une solution. Moi, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est effectivement vraiment des conséquences très concrètes sur la réalisation de la grille. Parce que je pense que ça pose un certain nombre de questions aux enseignants. On a vu qu'on ne pouvait pas évaluer de manière trop parcellaire, mais qu'est-ce que ça veut dire
concrètement sur la grille d'évaluation que l'on va construire. Effectivement, comment dire, le formatif, le contrôle formatif, finalement, il va questionner la formation. Je dirais qu'il est plus en rapport aux objectifs. Et effectivement, sur un formatif, pourquoi ne pas s'interdire de vérifier comment dire, des tâches unitaires? Par exemple, est-ce qu'il sait tirer la poignée de recopie de Excel? Voilà, bon, ça peut être validé ou pas. À partir du moment où on est dans une évaluation de type capacitaire, eh bien, on n'est plus, on l'a bien compris, dans ce style de vérification. Donc, fatalement, dans une précédente évaluation, eh bien, s'il sait tirer la poignée, il aura 1. S'il ne sait pas, il a 0. Hein, voilà, je caricature, mais tout le monde comprend bien ce qu'il y a là derrière. Par contre, dans une évaluation de type capacitaire, eh bien, comme on n'est plus là-dedans, eh bien, il va falloir voir si la capacité est atteinte. Et pour voir si la capacité est atteinte, on se donne un peu des outils qui vont éclairer un petit peu ceci. Et c'est là qu'on fait une grille critériée. Alors dans le critérié, il y a critères et on va être obligé de définir des critères.